Le Manhattan d'il y a 400 ans constituait un écosystème complet, avec des ours, des hommes, des baleines, des marsouins, des loutres. Un écosystème comme on n'en trouve plus nulle part dans le monde. Le voilà, le coyote du Bronx, le coyote le plus méridional du Bronx. C'est fascinant, et le plan est super. Pour se réinventer, New York doit d'abord comprendre son histoire naturelle, l'interroger. Les réponses sont dans les coulisses du zoo du Bronx. Le zoo du Bronx, c'est le refuge d'Eric Sanderson, un scientifique qui a consacré sa vie à reconstituer l'histoire naturelle de Mannahatta, l'île aux 35 collines en langue indienne. Pourquoi les pionniers de New York City se sont-ils installés ici il y a 400 ans au bord de l'eau ? Parce que c'était un paradis naturel, tout simplement. Sanderson en a eu l'intuition avant d'en donner la preuve. Dans une grande librairie du centre-ville, je suis tombé sur une carte vieille de 200 ans, la British Headquarters Map. On y voyait tous les cours d'eau et les collines de Manhattan. J'ai essayé de me mettre dans la peau d'un écologiste qui se serait trouvé sur le bateau d'Henry Hudson et d'imaginer ce que j'aurais vu. J'aurais découvert un port en eau profonde incroyable, une île très étirée, très boisée, bordée de plages, et avec des cours d'eau scintillants débouchant sur le littoral. Le Manhattan d'il y a 400 ans constituait un écosystème complet, avec des ours, des hommes, des baleines, des marsouins, des loutres. Un écosystème comme on n'en trouve plus nulle part dans le monde. Et tous ces éléments fonctionnaient en parfaite harmonie les uns avec les autres. La ville moderne a rasé les 35 collines de Mannahatta, puis s'est agrandie sur la mer, sur ses propres remblais. Elle s'est offerte aux inondations, oubliant sa géographie au risque de mettre fin à son histoire. C'était un milieu d'une telle richesse que les pionniers ont pu poser ici les bases de la ville-monde. Mais comment, en quelques siècles seulement, ces forêts quasi vierges, cette nature sauvage, ont pu se transformer en forêts de verre et de béton ? Il a d'abord fallu éliminer les habitants du lieu, les Indiens Lénapés. Les ressources naturelles sont si abondantes qu'ils ne connaissent ni la hiérarchie ni la méfiance. Ils enseignent la nature et les techniques de chasse aux colons, qui les liquident. Les pionniers se lancent alors dans la traque intensive des castors. Un seul bateau pouvait ramener jusqu'à 7000 peaux en Hollande, un trésor naturel à l'origine du décollage de la cité. Puis les colons ont une idée extraordinaire. Transformer Mannahatta, l'île aux 35 collines, en figure géométrique. Nier la nature, l'écraser, pour développer la ville et rien que la ville, suivant une grille dont chaque morceau sera vendu à la découpe. Une des caractéristiques de New York, c'est sa grille, ce qu'on surnomme le moule à gaufres. Elle était très importante dans la mesure où elle imposait la présence de l'homme à la nature. Elle signifiait que cet endroit, avec ses arbres, ses collines, ses cours d'eau, allait être aplani et qu'on allait le développer. Et pour ce faire, on allait construire des rues. Pour vendre le terrain, parce qu'à New York, tout sert toujours à gagner de l'argent, on allait ouvrir des rues à 60 mètres exactement les unes des autres. L'ironie, c'est que la nature avait réuni les conditions nécessaires pour que New York puisse exister. Mais la ville, au cours de son essor, s'est retournée contre la nature, en essayant de l'oublier et en accumulant les gratte-ciel. 150 ans plus tard, la fameuse grille imprime sur New York son dessin de moule à gaufres. Les forêts semblent avoir abdiqué et la ville absolue triomphé. Que
Que reste-t-il de cette nature? Comment pourrait-elle encore peser sur le destin de la Big Apple? David Rosen est un pionnier de l'écologie urbaine. Enseignant à la Cornell University, ornithologue, il est l'un de ceux qui a fait découvrir la nature aux New-Yorkais. Pour lui, le souffle du vivant est toujours présent, il suffit de regarder en l'air. Chaque année, les oiseaux reviennent par milliers et chaque année, ils en paient le prix. New York s'est construite en plein milieu d'un axe de migration. Oh dear. C'est un Tangara écarlate, un oiseau qui vient d'Amérique du Sud et qui migre vers le nord à chaque printemps. C'est triste, mettez-vous à leur place. Ils doivent survivre à la forêt tropicale où ils passent l'hiver, dans la forêt en zone tempérée où ils se reproduisent. Ils essaient d'échapper aux prédateurs, ils essaient d'élever leur progéniture. Ils font des milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici, des milliers de kilomètres pour retourner dans le sud. Tout ça pour percuter un building. C'est mon oiseau préféré. En trouver un mort, ça craint. Putain de fenêtre. Il faut savoir que New York est construite au milieu d'un axe de migration et la plupart des bâtiments sont en verre réfléchissant. Les espèces locales, les étourneaux, les pigeons, les moineaux se sont habitués. Mais les oiseaux migrateurs, eux, ne savent pas ce que c'est que du verre. Quand ils voient le reflet d'un arbre dans la vitre, ils se disent qu'ils vont pouvoir se poser dessus. Mais ils se cognent et ils se tuent. Au printemps et en automne, les radars s'affolent en révélant dans le ciel de New York le passage d'1 million de migrateurs. Piégés par les lumières ou par les réflexions, 90 000 oiseaux laissent leur peau sur les tours. Aujourd'hui, les buildings s'habillent de vitres anti-reflets et la ville la plus puissante du monde met ses lumières en veilleuse quelques nuits par an. Le miroir aux alouettes géants s'éteint pour laisser passer quelques vols d'oiseaux venus d'Amazonie, du Canada et de la nuit des temps. Les migrateurs font escale dans cette oasis sauvage au cœur de New York. Rarement la coexistence du vivant et de la ville n'a été aussi délicate qu'ici à Jamaica Bay. D'un côté, l'aéroport JFK et ses 1000 décollages et atterrissages quotidiens. De l'autre, des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs qui vont et viennent dans le seul parc national urbain des États-Unis. Entre les deux, une interrogation. Comment une société avancée a pu construire un aéroport en plein milieu d'une route de migration? Le partage du ciel est toujours incertain. Les incidents se multiplient et virent parfois au crash. Jamaica Bay est un cauchemar, Jamaica Bay est un miracle. Le parc est sous la menace chronique de l'extension de l'aéroport. À chaque fois, ONG et citoyens déjouent les plans. Le biologiste Don Rippey a mené tous ces combats. Don Rippey est le gardien du temple de Jamaica Bay. Un temple où, entre deux jets, le miracle se produit. Le retour des oiseaux de proie, l'installation d'une colonie de chouettes effraie, des goélands qui dansent dans le vent. Une fois par an, avec l'arrivée des limules, Don Rippey se reconnecte avec la force primitive de ce marais. Ça, c'est un dinosaure vivant. Sa forme n'a quasiment pas changé depuis 300 millions d'années. C'est un animal primitif et magnifiquement adapté, mais aussi très important du point de vue écologique et médical. Son sang contient une protéine riche en cuivre, utilisée pour détecter des impuretés dans notre sang en cas de transfusion ou de vaccination. Oui, elle pompe dans le sable à marée haute.
Les échassiers se nourrissent de leurs œufs. Ils se gavent pendant une quinzaine de jours et ils multiplient leur poids par 2. Ils ont besoin de cette énergie pour voler jusque dans le nord pour atteindre leur zone de reproduction. S'ils n'y parviennent pas, leur population diminue. Donc les limules ont une importance mondiale? Oui, mondiale et écologique. À côté des animaux historiques qui ont New York dans leur gène, d'autres créatures arrivent en ville. En suivant les voies ferrées, en remontant les cours d'eau, en se frayant un chemin à travers golfs et cimetières, un animal farouche entre tous fait irruption au cœur de Manhattan. Breaking news. Ce n'est pas du grand méchant loup que parlaient les habitués du parc, mais d'un coyote de belle taille. Repéré dimanche, ce canidé a déjoué les tentatives de capture et évité les fusils à seringues hypodermiques. Le mâle de 16 kilos ne s'est pas laissé faire. Il a sauté par-dessus une clôture de 2,50 m. Si on ignore d'où il est venu et comment, on sait en revanche où il va. Il retourne en milieu sauvage. En direct de Central Park, Gary Ramsey, New York One. Pour le biologiste Mark Veckel, l'arrivée du coyote est un signe. Il n'y a plus la ville d'un côté, les espaces sauvages de l'autre, mais des écosystèmes qui s'entrelacent. Franchement, peu d'habitants se rendent compte qu'il y a des coyotes à New York. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui étaient très intrigués d'apprendre que des animaux sauvages de relativement grosse taille puissent se sentir chez eux, dans cette pagaille urbaine, et qu'ils s'y installent aussi rapidement. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas de coyotes dans les parcs de la ville. Mais aujourd'hui, ils se répandent jusque dans le Queens. Quartier après quartier, le coyote colonise Gotham City. Il vient de très loin, des États du Nord, où il s'est croisé avec les loups avant d'affronter New York. Il y a un dindon et 2 dindes là-bas. C'est depuis ce parc anonyme du Bronx, tout au nord, que le coyote s'élance à la conquête de la ville. Cette caméra est là depuis 1 mois. Ça, c'est la partie facile du travail. Prendre la carte mémoire et la lire avec un portable pour voir les animaux qui sont passés au cours du mois. Le voilà, le coyote du Bronx, le coyote le plus méridional du Bronx. C'est fascinant, et le plan est super. Étudier le coyote de Gotham, l'espèce new-yorkaise, présente un intérêt scientifique. Souvent, un biologiste spécialisé dans la conservation essaie de comprendre après coup comment tel mammifère ou tel oiseau est arrivé dans un endroit qu'il ne fréquentait jamais. Mais ici, on a une occasion unique. Les coyotes sont sous pression. Ils se déplacent et ils s'enfoncent dans New York, dans Long Island, ce qui permet d'observer en temps réel comment ils s'adaptent à l'environnement urbain. Et comme on est à New York, on va cadenasser. Les coyotes se sont reproduits à la croisée de 2 autoroutes et d'un aéroport. Ils disent aux New-Yorkais, entre crainte et fascination, que les 2 extrêmes, la nature sauvage et la société des hommes, peuvent partager un même territoire, celui de la ville.